Alors, bonjour à toutes et à tous pour ce début d'année 2026. Nous vous proposons un cycle de webinaires en lien avec nos offres et nos ressources de médiation autour de la parentalité numérique. Vous trouverez l'ensemble de ces ressources dans l'onglet Famille de notre site internet. C'est un sujet qui nous tient évidemment à cœur, qui fait écho à toutes les ressources que nous développons pour vous. Et courant 2026, le Clémy fera apparaître, en lien avec l'UNESCO, un guide sur la parentalité numérique. Pour inaugurer ce cycle, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Danet. Marie, vous êtes maîtresse de conférence HDR en psychologie du développement à l'Université de Lille et psychologue clinicienne. Vos travaux font aujourd'hui référence pour comprendre comment le numérique s'immisce dans les liens familiaux. L'idée de ce soir n'est pas de donner des recettes miracles, mais bien de prendre un peu de hauteur. Vous allez nous aider à mieux comprendre les fondamentaux de la recherche, ce que l'on sait vraiment de l'impact des écrans aujourd'hui. Nous essayerons de dépasser la simple question du temps d'écran pour essayer de regarder la qualité des interactions et surtout de donner des pistes concrètes pour instaurer un cadre de réflexion des usages numériques en famille. Je vous laisse prendre la parole pour nous éclairer sur ces nouveaux défis du quotidien et nous prendrons un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et je vous laisse la parole. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, c'est un sujet, bien sûr, qui intéresse chacun et chacune, hein, que aussi bien en tant que professionnel qu'en tant que parent. Et donc, avant de débuter, quelques petits éléments des déclarations publiques d'intérêt. Donc, j'ai reçu des financements de la Fondation EOVI et de l'Initiative d'excellence de l'Université de Lille, ici une, ainsi que de l'INSPE de Lille. Et puis, donc, j'ai fait la relecture scientifique de la fresque des écrans pour Coloris. Et donc, j'ai accompagné aussi Bayard Jeunesse dans le projet Croc-Écran. Alors, la question aujourd'hui des usages numériques, elle se pose puisque bah, voilà, les enfants sont un certain nombre à utiliser les outils numériques. Donc, on le voit bien sûr à travers les données récentes, hein, de la Santé publique France, où dès le plus jeune âge, les enfants vont avoir des taux d'usage relativement importants. Et ce qui est intéressant dans ces données de Santé publique France, c'est que ça va énormément dépendre bien, de l'environnement dans lequel ils vivent, et notamment à partir voilà, est-ce que leur famille est plus ou moins diplômée? Et il y a un écart énorme entre les enfants issus de familles diplômées et ceux issus de familles moins diplômées qui vont donc avoir des usages numériques souvent plus importants en termes de quantité. Alors après, on voit ici que à mesure que les enfants grandissent, les usages numériques augmentent. Et quand on regarde un petit peu bah, quels sont les outils qu'ils utilisent, là aussi, on voit une évolution avec les petits qui utilisent encore majoritairement la télévision, même si voilà, de plus en plus utilisent aussi des outils mobiles. Et puis à mesure que l'enfant grandit, et notamment il y a un cap, hein, autour de 7-10 ans, mais qui est plutôt autour de 9-10 ans en réalité, qui va voir augmenter l'utilisation du smartphone. Et bien sûr, ça correspond à l'âge d'acquisition du smartphone. Alors, ces usages numériques chez les enfants sont perçus de façon plus ou moins variée, mais souvent avec un regard plutôt inquiet, aussi bien de la part des parents que de la part des professionnels. Et on retrouve cette inquiétude autour du développement de l'enfant, autour des risques liés aux outils numériques, comme par exemple le cyberharcèlement, la pédocriminalité, le bien-être, l'impact que ces outils numériques peuvent avoir au sein de la sphère familiale et la difficulté que certains pourraient parfois ressentir à ne pas utiliser les outils numériques. Alors, bien sûr, bah, c'est pas facile de s'y retrouver avec toutes ces craintes, d'autant plus que bah, dans les pléthores de publications qu'il y a autour des usages numériques, on va retrouver un certain nombre d'outils, enfin d'écrits qui vont être plutôt de l'ordre de l'opinion, où on va avoir bah, une utilisation de publications qui vont uniquement dans un sens, et puis bah, des publications qui vont être davantage appuyées par des résultats scientifiques, c'est-à-dire aussi bien de regarder ce que les outils numériques peuvent avoir de positif comme de négatif dans le développement de l'enfant et dans les familles, sans s'intéresser uniquement aux outils, enfin aux publications qui confirment les opinions qu'on pourrait avoir. Parce qu'en fait, bah, qu'est-ce qui va faire la différence entre une opinion et des résultats scientifiques? Eh bien, pour qu'une idée devienne scientifique, bah, c'est pas parce qu'elle est
crue par le plus grand nombre de personnes ou relayée au maximum par les médias qu'elle devient une réalité scientifique. Pour ça, ça doit être mesuré par des études rigoureuses. Et on va avoir un certain nombre d'études parce que quand on regarde un petit peu dans la presse, dans les médias, c'est assez fréquent de voir une étude à montrer que, sauf que en réalité, on s'aperçoit que quand on creuse un petit peu la façon dont l'étude a été réalisée, bah finalement, il n'est pas rare, il est même assez fréquent qu'on fasse dire aux études finalement un peu plus que ce qu'elles ne peuvent en réalité le faire. Et c'est notamment le cas des études qu'on a. Donc, les études transversales, c'est une photo à un instant T. On va regarder deux choses. Par exemple, on peut regarder l'utilisation du téléphone par le parent quand il est avec son enfant. Et en même temps, on regarde l'agitation de l'enfant. Puis on regarde si ces deux variables, elles évoluent en même temps. Ça, ces études transversales, c'est la grosse majorité des études qui sont publiées aujourd'hui sur la question des outils numériques. Or, bah, quand on observe deux choses en même temps, on ne peut pas faire dire aux résultats scientifiques que l'un est la cause de l'autre. On voit ici ce gros chat, bah, effectivement, il a de l'embonpoint. Pourtant, il est assez peu probable qu'il ait été la cause de ce gros trou dans le bitume. Ou encore ici la courbe des ventes de crème glacée, donc qui va suivre parfaitement les attaques de requins. Il serait assez hasardeux de dire que l'un peut être la cause de l'autre, ou encore ce monsieur qui effectivement pousse le camion et le camion avance. Donc ces deux éléments sont présents en même temps. Pour autant, je pense que on peut facilement dire que la cause, elle est ailleurs. Et donc, pour essayer de s'approcher un peu plus de relations de cause à effet, on va avoir recours à d'autres types d'études. Ce sont les études longitudinales où finalement, on peut regarder la même chose que ce qu'on avait observé dans l'étude transversale, mais on va le regarder à plusieurs reprises. Donc, on va avoir comme ça, au lieu d'avoir une séquence, une photo, on va plutôt avoir comme une séquence vidéo où on va suivre l'évolution de deux ou plusieurs paramètres. Et on va pouvoir commencer à regarder si l'un peut être la cause de l'autre. Bien sûr, les études longitudinales, c'est les études qu'on essaie de favoriser au maximum, mais ce sont des études qui sont coûteuses en temps, en participants, et puis il y a souvent un abandon de la part des participants, donc c'est pas forcément facile de conduire des études longitudinales sur des longues périodes et sur des gros échantillons. Un dernier type très rapidement, c'est les méta-analyses. C'est quand on va regrouper plein d'études qui ont traité du même phénomène pour essayer du coup d'avoir des résultats plus robustes parce que bien sûr, même avec une étude longitudinale et des liens supposés de cause à effet, en fait, on ne peut jamais baser des conclusions robustes sur la base d'une seule étude. Donc pour ça, on va regrouper plusieurs études donc dans des méta-analyses pour essayer un petit peu de voir ce qui se passe au plus près de la réalité. Et puis, je vous disais, c'est important aussi de voir comment les études sont faites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vraiment mesurer dans les études scientifiques. Parce que souvent, on parle des écrans. Les écrans sont la cause ou la conséquence, je ne sais pas, de tel ou tel phénomène. Seulement, quand on parle d'écran, on voit bien que finalement, les outils numériques relèvent d'une réalité très variée. Et donc, finalement, le terme même d'écran ne fait pas beaucoup de sens. Et puis, il y a aussi l'importance du contexte, notamment dans le développement de l'enfant. Ça va être important de regarder, est-ce que c'est une utilisation partagée? Est-ce que l'enfant est seul? Est-ce que la télé, par exemple, ou autre, est en bruit de fond? Est-ce que l'enfant se retrouve dans un contexte où il va être seul avec des adultes autour de lui qui vont utiliser les outils numériques? Et puis, il y a aussi la question de l'usage. Parce que finalement, sur les outils numériques, on peut faire énormément de choses et des choses très variées, comme se divertir, pouvoir être en interaction, faire ses devoirs, son travail, organiser son quotidien. Bref, autant de réalités qui vont finalement, quand on parle d'usage des écrans, on s'aperçoit que on parle d'un grand fourre-tout qui peut correspondre à énormément de réalités. Et puis aussi, et ça c'est important, c'est la question du temps d'écran. Parce que là aussi,
dans beaucoup d'études, on retrouve cette question du temps d'écran qui est très très présente dans les différentes publications et sur lesquelles on essaye de baser beaucoup de conclusions et même des recommandations. Sauf que c'est toujours intéressant de savoir comment est-ce que ce temps d'écran a été mesuré. Alors, en 30 secondes, je vous propose un petit exercice rapide. Donc, je vais vous inviter à imaginer, alors attention, sans regarder sur votre téléphone, combien de temps vous pensez avoir utilisé votre téléphone hier. Donc, vous pouvez vous le dire dans la tête ou l'écrire sur un petit bout de papier. Et une fois que vous avez fait ça, je vais vous inviter à aller voir, en fait, combien de temps vous avez réellement utilisé votre téléphone. Donc ça, on peut le retrouver dans bien-être numérique ou dans temps d'écran, donc en fonction de l'appareil que vous utilisez. Et puis, ce qu'on aperçoit, en fait, à travers les travaux de recherche, c'est qu'on a environ un tiers des personnes qui vont correctement estimer leur temps d'écran, et puis un tiers qui va surestimer et un tiers qui va sous-estimer. Or, la plupart du temps, quand on évalue le temps d'écran, quand on pose la question aux parents ou aux adultes, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, eh bien, c'est de l'autorapport. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'un grand nombre d'études va baser ses conclusions sur une mesure qui, de base, eh bien, n'est pas de bonne qualité. Et alors, une fois que j'ai dit ça, il y a aussi d'autres choses que l'on va regarder, et ça, c'est des choses auxquelles on s'intéresse aussi de plus en plus dans les travaux de recherche. Eh bien, ce sont les facteurs individuels, notamment l'âge de la personne, l'état émotionnel, mais aussi les facteurs environnementaux, hein, par exemple le niveau socio-économique et le niveau de diplôme de la famille. On l'a vu pour la question du temps d'écran, ça a une influence importante. Et aujourd'hui, alors c'est encore très balbutiant, mais un certain nombre de travaux commencent aussi à s'interroger sur la composition de la famille, parce que là aussi, en fonction du quotidien des familles, eh bien, les réalités peuvent être particulièrement différentes. Alors, maintenant qu'on a posé ces éléments qui sont importants à regarder, eh bien, on va justement pouvoir évoquer quels sont les effets ou potentiels suggérés du numérique sur le développement des enfants, donc en partant par un certain nombre d'éléments. Et notamment en rappelant le fait que finalement, le numérique aujourd'hui est présent partout dans la vie des individus, que ce soit à l'école, à la maison, dans les familles, dans le travail pour certains, dans la rue, etc. Donc les outils numériques vont maintenant faire partie du contexte de développement des individus tout au long de la vie. Donc c'est un nouveau contexte de développement à prendre en compte. Et ce, bien sûr, un système assez proximal comme ce que je viens d'évoquer, mais aussi à un système plus large, comme par exemple toutes les réglementations qu'il va y avoir autour du numérique, mais aussi toutes les valeurs qu'il va y avoir autour du numérique dans la société. Alors, on va commencer par un petit vrai ou faux. Là aussi, il y a beaucoup d'idées qui circulent autour des effets supposés des outils numériques sur le développement de l'enfant. Et parmi eux, eh bien, la question des liens avec l'autisme. Alors, heureusement, de plus en plus, cette question est moins importante, mais à un moment donné, certains suggéraient que les écrans pouvaient provoquer de l'autisme. Alors, bien sûr, c'est faux. Et de même que les écrans ne rendent pas les enfants hyperactifs, puisque autisme et TDAH, eh bien, ce sont des troubles neurodéveloppementaux. Et donc, ce sont des troubles qui ont une forte composante génétique et cérébrale. Et donc, par conséquent, par définition, eh bien, les écrans ne peuvent pas créer ces troubles. Ce qui a pu amener la confusion chez certains, c'est que on observe malgré tout des liens entre un usage plus important des outils numériques et des symptomatologies qui relèvent de l'autisme ou du TDAH, tout simplement parce qu'il va y avoir une fragilité chez les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux par rapport à cet usage des outils numériques. Et puis, on peut observer du coup aussi du sommeil qui peut être perturbé, des interactions parents-enfants qui peuvent être réduites, avec là à nouveau, pour ces liens, eh bien, une composante importante du niveau socio-économique.
Alors un autre vrai ou faux, est-ce que là aussi on se dit, alors je ne reparlerai pas d'une publication qui a été faite, mais est-ce que les enfants rendent les écrans, pardon, rendent les enfants moins intelligents? Parce que l'inverse, je ne sais pas. En tout cas, les travaux actuels de la littérature ne nous permettent pas d'affirmer que les usages numériques vont avoir un impact négatif ou même positif, on va la voir par la suite, sur le développement cognitif. Alors, j'ai par exemple mis ici les résultats de la cohorte ELF. Donc, c'est une cohorte nationale qui a suivi les enfants donc, et qui les suit encore aujourd'hui. Donc, ce sont des enfants nés en 2011, donc bien sûr, ça c'est une limite importante parce que en 2011, eh bien, la présence des outils numériques n'était pas la même qu'aujourd'hui. Malgré tout, dans cette étude, eh bien, ils ont pu observer que il y avait parfois un faible lien entre le développement cognitif, certaines acquisitions scolaires et l'usage des outils numériques, mais que dès lors que l'on contrôlait l'environnement socio-économique de la famille, eh bien, ces liens devenaient encore plus faible, voire même plus de lien du tout. Et donc, ce qui est important ici, c'est de rappeler effectivement tous les facteurs autres qui peuvent avoir une influence dans ce lien entre les usages numériques et le développement de l'enfant. Et dans cette étude, ils ont aussi observé que certains contextes étaient probablement aussi plus à risque, entre guillemets, pour montrer qu'il pouvait y avoir un lien entre le développement cognitif et l'usage numérique par les enfants. C'était au moment des repas. Donc, la télévision allumée au moment des repas était plutôt associée à des performances scolaires un peu moins basses. Donc, là aussi, c'est quelque chose finalement qui va se retrouver, donc on le verra par la suite, en lien avec ce qu'on pourrait considérer comme étant de la technoférence. Ensuite, d'autres études. Alors ici, c'est une étude longitudinale qui a suivi les enfants sur plusieurs années et qui a montré qu'un usage à 2 ans pouvait avoir un impact à 4 ans donc sur le langage, la réussite scolaire et les problèmes avec les pairs. Seulement, c'était un impact faible à modéré et pour des usages supérieurs à 5 heures par jour. À 4-5 ans, eh bien, on observe des liens entre le développement cognitif et l'usage numérique chez les enfants bien, qui ont presque disparu. Et donc, c'est essentiellement donc, les problèmes avec les pairs, mais là aussi avec des impacts très faibles pour des durées d'usage supérieures à 6 heures. Donc, on voit bien ici que ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de lien, mais que globalement, pour qu'il y ait des liens, déjà, ce n'est pas forcément des liens très élevés, mais ça correspond surtout à des usages particulièrement importants. Alors ici, c'est une étude avec, donc elle est transversale, donc avec les limites que j'ai évoquées en introduction, et puis c'est sur un petit échantillon. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette étude permet de voir aussi que finalement, il va être important de pouvoir distinguer les contenus et le contexte et ne pas s'arrêter uniquement à la question du temps d'écran, donc notamment parce que finalement derrière temps d'écran, il peut y avoir plein de réalités différentes, mais aussi parce que bien souvent, temps d'écran, c'est pas forcément une variable qui est mesurée de façon qualitative. Et à titre d'exemple, on voit ici que dans cette étude, eh bien, il y a plutôt des liens négatifs entre le fait de regarder des films, des vidéos et la mémoire de travail, donc qui est une composante du fonctionnement cognitif, et au contraire, des liens plutôt positifs entre ces usages numériques, mais plutôt avec un contenu éducatif et une co-utilisation, c'est-à-dire accompagné par le parent, avec ici donc un lien plutôt favorable avec le vocabulaire et l'autocontrôle. Malgré tout, ça reste des liens, là aussi, avec une force qui sont plutôt mesurés, donc aussi bien en négatif qu'en positif, finalement, les liens entre le développement cognitif et les usages numériques sont extrêmement faibles. Alors, une autre étude aussi, alors cette fois-ci, c'est une revue systématique, c'est-à-dire qu'on a compilé 14 études, voilà, un peu comme les méta-analyses, avec une différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de données statistiques. Et on a pu regarder dans cette étude, eh bien, qu'est-ce qui ressortait le plus dans les résultats. Et là aussi, il y a une différenciation entre le type de contenu, avec les contenus interactifs et éducatifs qui sont plutôt positifs d'un point de vue du développement, notamment par rapport au langage, et les contenus passifs qui sont plutôt
moins positifs d'un point de vue du développement cognitif. Et donc, dans cette revue systématique, à nouveau, ils ont pointé l'importance, en fait, de l'engagement des parents-enfants dans les interactions, c'est-à-dire que le fait d'avoir une co-utilisation et de pouvoir discuter des contenus et en fonction des contextes, eh bien, ça vient modérer, limiter les effets négatifs, eh bien, des usages numériques sur le développement cognitif de l'enfant et que, à nouveau, la question du rôle, du statut socio-économique, eh bien, va être déterminant pour expliquer ces liens. Et ce que ça commence à traduire, c'est que finalement, bah, on a souvent tendance, et ça je vais le redire un peu plus loin, on a souvent tendance à s'intéresser davantage à la question des usages numériques, alors que finalement, c'est important de les prendre dans un contexte beaucoup plus large, en regardant un petit peu bah, qu'est-ce qui va pouvoir influer sur le développement de l'enfant au sens large. Donc ici aussi, donc très rapidement, ça, ce sont des résultats de l'ADEPE, donc qui vont donc, à partir de comment dire des résultats d'enfants qui sont scolarisés en petites sections. Et on voit ici, donc à chaque fois, il y a un contrôle supplémentaire. Donc d'abord, on va différencier en fonction de la catégorie sociodémographique et on voit que le fait de jouer avec les écrans ou de faire, de regarder les écrans ou de jouer avec les écrans, bah, ça n'a pas tellement d'impact ni positif ni négatif sur le développement du langage. Et puis si on commence à regarder bah, la fréquence d'utilisation et les moments d'utilisation, on voit que plus les enfants utilisent les écrans les hors jours d'école et plus c'est positif pour le langage. Et au contraire, quand c'est pour les jours d'école, bah, c'est moins positif pour le langage, donc c'est plus négatif. Alors c'est encore plus marqué pour les jeux. Et puis, si on ajoute en plus les activités autres que les enfants peuvent faire en dehors des activités numériques et aussi la façon dont les parents eh bien, accompagnent et régulent les usages numériques, eh bien, on s'aperçoit que finalement, que ce soit les jours d'école ou hors jour d'école, eh bien, alors, les jours d'école, pardon, c'est non significatif, mais on voit que les jours d'école, c'est plutôt associé à un meilleur langage. Et donc là, c'est à nouveau assez différencié pour les jeux. Donc, ce que ça traduit, c'est que finalement, bah, ça va vraiment dépendre de tous ces facteurs, les caractéristiques socio-économiques, à quel moment l'enfant va utiliser les outils numériques, quelles sont les autres activités aussi que l'enfant va faire. Et puis, bah, comment est-ce que ces usages vont être accompagnés? Donc, c'est toute la question de la médiation numérique faite par les parents. Alors justement, comment ça se passe au sein des familles? Eh bien, les outils numériques amènent aujourd'hui une sorte de nouvelle forme de parentalité, même si c'est bien sûr une parentalité qui s'intègre à la parentalité en général, mais c'est une nouvelle sous-dimension de la parentalité qui est la parentalité numérique. C'est-à-dire comment est-ce que les parents accompagnent les usages de leur enfant, donc notamment à travers les règles qu'ils peuvent mettre, l'accompagnement. Comment est-ce que les outils s'inscrivent dans les interactions familiales et comment parfois les parents peuvent avoir recours aux outils numériques comme auxiliaires de vie au quotidien. Alors, cette perception des outils numériques dans la famille, elle est relativement ambivalente hein, chez les parents, c'est-à-dire que bah, quand on les interroge, il va y avoir cette notion qu'il peut y avoir une perturbation de la vie familiale parce que parfois ça peut générer du conflit, des désaccords, soit de par l'utilisation, soit de par les valeurs que chaque parent peut avoir. Et puis, ça peut aussi amener des situations de réduction des interactions. Et puis en même temps, c'est aussi des outils qui peuvent amener une diminution des tensions au sein de la famille, parce que parfois, dans une situation difficile, on peut avoir recours à un outil numérique pour calmer un enfant, l'occuper, parfois lui donner à manger, ou même soi-même en tant que parent, quand on peut être un peu stressé, fatigué, anxieux, eh bien on peut abaisser ce niveau de tension avec les outils numériques. Donc, il y a toute cette complexité qui fait que bah, parfois, les outils numériques, même si il y a des recommandations, on entend que ce n'est pas forcément bénéfique, bah, voilà. Du coup, ces usages existent et ça peut justement, ces discours peuvent créer de la culpabilité chez les parents.
Alors, en contexte parental, hein, comme je viens de l'expliquer, les parents peuvent utiliser les outils numériques bien, pour abaisser le niveau de tension quand ils sont stressés, mais ils peuvent aussi l'utiliser pour l'organisation de la vie quotidienne, pour se distraire ou pour aussi garder du contexte, du lien social, hein, parce que parfois, quand on est parent, on peut avoir une vie chargée, on peut être parfois aussi un peu, se sentir un petit peu isolé. Et donc, le fait d'utiliser les outils numériques en présence de l'enfant, ça amène un nouveau concept qui est le concept de technoférence, donc qui est l'interruption ou l'entrave des échanges du fait de l'usage des outils numériques. Et bien sûr, une de ces formes les plus fréquentes, ça va être le phobbing, donc qui vient du téléphone et du fait de snober. Et un certain nombre de travaux ont pu montrer que la technoférence était associée à un certain nombre d'attitudes parentales, comme une réduction de l'attention portée à l'enfant, parfois moins d'intention conjointe ou d'engagement dans la relation. On peut avoir aussi plus d'irritation, avec parfois des réactions plus sévères lorsque l'enfant peut faire une petite bêtise. Et puis, dans l'ensemble, les interactions sont moins synchrones, il peut y avoir moins de réactivité parentale. Et du côté de l'enfant, quand ils sont suffisamment en âge d'être interrogés, ils peuvent exprimer sentiments de frustration, de colère, de tristesse, avoir le sentiment d'avoir des parents peut-être parfois peu à l'écoute. Et puis, on va aussi voir chez les plus jeunes notamment, plutôt au niveau des comportements de recherche d'attention. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont été accompagnées à un moment donné de jeunes enfants savent que voilà, les moments où on est occupé, notamment au téléphone, c'est les moments où apparaissent les demandes les plus farfelues. En tout cas, il y a des choses qui essayent ils essayent de faire passer des choses. Alors, quand on voit toutes ces caractéristiques, bien sûr, on pense à la question de l'attachement, puisque l'attachement dans la relation parent-enfant requiert bien sûr un certain nombre de comportements chez l'enfant, la capacité d'exprimer des besoins, mais également un certain nombre d'attitudes parentales, comme par exemple de la sensibilité et de l'écoute. Et forcément, un certain nombre de travaux ont commencé à s'intéresser au lien entre cette technoférence et l'attachement. Alors, je présente les choses d'un point de vue développemental et on commence par le bébé. Et là, dans cette étude, c'est une étude longitudinale qui a été menée sur un an, sur un échantillon quand même relativement important, non seulement compte tenu de la population, avec des dyades pour la plupart mères-enfants et des très jeunes enfants, et en plus, donc cette période, voilà, c'est pas forcément évident de garder les participants. Et alors, ce qui a été assez étonnant dans cette étude, c'est que ils ont évalué à 5 mois, quand le bébé avait 5 mois, l'utilisation des outils numériques par les parents pendant les temps d'alimentation du bébé, donc que ce soit au biberon ou au sein. Et 12 mois plus tard, ils ont évalué l'attachement parent-enfant et également les dysfonctionnements dans la relation parent-enfant. Alors, c'était assez étonnant et d'ailleurs en contradiction avec les hypothèses des auteurs qui s'attendaient à voir le fait que plus le parent allait utiliser un outil numérique pendant les temps d'alimentation et moins l'attachement allait être de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on allait voir un attachement moins sécure. Eh bien, à leur surprise, aucun lien statistiquement significatif n'a été mis en évidence entre cette pratique numérique et l'attachement de l'enfant 12 mois plus tard. Et fait encore plus surprenant, ils ont observé un lien négatif avec les dysfonctionnements dans la relation parent-enfant. Autrement dit, plus les parents avaient tendance à avoir cette pratique et moins on observait de dysfonctionnement dans la relation parent-enfant 12 mois après. Alors, ça paraissait assez contre-intuitif et dans ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont pris un sous-groupe de participants pour faire ce qu'on appelle des focus group, où on va échanger de façon plus prolongée avec les participants. Et ce qui est ressorti de ces focus group, c'est que finalement, les temps d'alimentation, parfois, peuvent revenir assez fréquemment les premières semaines, les premiers mois, et que dans certaines situations, les parents pouvaient profiter de ce temps pour se distraire, mais aussi pour renouer du contact social avec d'autres personnes. Et on sait que le soutien social, c'est particulièrement protecteur pour l'enfant. Et les parents se disaient plus disponibles après pour interagir avec l'enfant.
Alors bien sûr, vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début, on ne conclut pas de faits scientifiques sur la base d'une étude. Une étude va nous permettre de réfléchir un peu à ce qu'on peut observer. Et autre précaution aussi, ça n'était pas nécessairement des dyades parents-enfants qui étaient à risque, c'est-à-dire que ce n'étaient pas forcément des personnes qui étaient dans un contexte de vulnérabilité. Malgré tout, ça amène à cette idée aussi que bah, on a tendance à beaucoup s'intéresser aux risques dans les usages numériques, mais finalement, on tient assez peu compte de l'ensemble des facteurs qui peuvent se tourner autour et des effets potentiellement protecteurs que ça pourrait avoir. Alors, pour les enfants un peu plus âgés, donc on reste sur les enfants jeunes, mais voilà, ce sont plus des bébés, et les enfants d'âge scolaire. Là, globalement, on dispose de très très peu, voire quasiment aucune étude longitudinale et on observe des liens entre l'insécurité d'attachement et la technoférence. Mais ça n'est pas quelque chose qui est retrouvé dans toutes les études et comme je l'ai évoqué, on manque vraiment d'études longitudinales. Un autre point intéressant, c'est que quand on va regarder chez l'adolescent, on s'aperçoit que les liens entre technoférence parentale et la satisfaction dans la relation parent-enfant, eh bien, elle va être variable en fonction de la qualité du lien d'attachement parent-enfant. Et par exemple, les enfants qui ont un attachement plutôt sécure avec leurs parents, eh bien, il n'y a pas chez eux de lien entre la technoférence parentale et la satisfaction dans la relation parent-enfant. Autrement dit, le fait que le parent utilise son outil numérique en présence de l'enfant, eh bien, ne va pas être nécessairement associé à moins de satisfaction dans la relation parent-enfant, alors qu'on va retrouver ce lien chez les enfants qui ont plutôt un attachement préoccupé et craintif. Ce sont deux types d'attachements qui sont associés bien, à la crainte de la séparation et de l'abandon. Donc finalement, on voit que en fonction de la qualité des liens préexistants, bien, le vécu aussi de cet usage numérique au sein de la famille peut varier. Même si, bien sûr, à nouveau, on ne base pas tout sur une étude. Alors, d'autres travaux se sont aussi intéressés à la place que pouvait avoir la technoférence dans le développement de l'enfant et notamment la question du langage. On a ici une très belle étude qui a été faite à nouveau de façon longitudinale avec en plus une mesure, on va dire, objective de la technoférence puisque vous voyez ici, il y a un petit capteur qu'on va mettre dans le vêtement de l'enfant, donc sur une période de 7 jours, donc on le fait de façon répétée. Et là, ce qu'on peut regarder, on va regarder, eh bien, comment est-ce que ça se passe au niveau des interactions en fonction du niveau d'interférence qui peuvent venir des outils numériques. Et ce qui a pu être observé dans cette étude, c'est que plus il y avait d'interférences venant des outils numériques, eh bien, moins il y avait de mots prononcés par les adultes, moins il y avait de vocalisation faite par les enfants et moins il y avait de tours de parole. Donc finalement, ça reproduit quelque chose qui avait déjà été observé dans les études anciennes sur la télé en bruit de fond, où effectivement, en termes de développement du langage, eh bien, plus il y a d'interférences numériques dans l'environnement de l'enfant et moins ça va être favorable aux échanges au sens large et donc à la production de la parole également. Donc, comme j'ai déjà un petit peu pu l'évoquer, eh bien, ces temps entre technoférence et langage qui seraient les plus vulnérables, on va dire, ce sont les temps des repas. Et c'est les temps des repas, en tout cas dans la société dans laquelle nous évoluons, sont des temps importants, bien sûr d'un point de vue du langage, mais aussi d'un point de vue du partage du vécu, des émotions. Et c'est là aussi, dans ces temps, où on va pouvoir avoir le plus d'interaction. Du point de vue socio-émotionnel, eh bien, on peut voir qu'il y a des liens plutôt négatifs entre la technoférence et le développement socio-émotionnel, mais donc là, c'est essentiellement d'un point de vue transversal. Et quand on regarde d'un point de vue longitudinal, eh ben, on s'aperçoit que les choses, elles ne sont pas aussi simples que ça et qu'il y a une interaction qui va dans les deux sens. Autrement dit, plus un enfant peut avoir des comportements d'agitation ou de la colère, eh bien, plus le parent va avoir tendance à utiliser son outil numérique en présence de l'enfant et inversement. Et ce lien s'explique par la présence du stress parental, c'est-à-dire que
Lorsque l'enfant présente beaucoup de comportements d'agitation ou de colère, ça génère du stress chez les parents. Et une des façons que le parent peut avoir de gérer ce stress, eh bien, pourra être de se tourner vers son téléphone pour abaisser le niveau de stress. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe de façon assez fréquente dans les liens entre usage numérique et développement. C'est finalement bien souvent des interactions qui vont dans les deux sens. Alors, chez les adolescents, là aussi, on dispose essentiellement d'études transversales. On retrouve voilà, des liens également plutôt négatifs entre la technoférence et le développement socio-émotionnel, avec les précautions que j'ai évoquées. Et puis, ce qui est intéressant à l'adolescence, c'est que ces liens s'observent même quand la technoférence vient de l'adolescence. C'est-à-dire, auparavant, je parlais de la technoférence parentale, c'est-à-dire quand c'est le parent qui utilise son téléphone en présence ou autre en présence de l'enfant, eh bien, on retrouve des liens similaires lorsque c'est l'adolescent, cette fois-ci, qui utilise son outil numérique en présence de son parent. Alors, la technoférence, on le sait aujourd'hui, va dépendre d'un certain nombre de facteurs, hein, donc que j'ai déjà un petit peu pu évoquer. Alors, il peut y avoir des parents qui peuvent avoir des difficultés à ne pas utiliser leurs outils numériques. Donc, on va parler d'usage problématique. Ça peut être lié au stress parental, à l'anxiété, la dépression. Et ça peut aussi être lié à des facteurs plutôt liés à l'enfant, donc comme des difficultés de comportement ou des enfants qui peuvent être perçus comme ayant un tempérament difficile par les parents. Alors, je l'ai évoqué en introduction, quand j'ai commencé à parler de la parentalité numérique, eh bien que parfois les parents peuvent utiliser les outils numériques pour, voilà, un peu comme auxiliaire au quotidien. Donc, ça peut être pour réguler les comportements de l'enfant, pour l'occuper, parfois même pour l'endormir. Et forcément, on sait que ces pratiques parentales, elles interrogent aujourd'hui beaucoup et on a pu s'apercevoir à travers différentes études que ces pratiques, elles vont être très dépendantes d'un certain nombre d'éléments comme le contexte, par exemple, tout ce qui va être salle d'attente ou le moment où il faut occuper l'enfant, ça va être plus propice à donner facilement un outil numérique à un enfant. Ces pratiques sont aussi plus présentes chez les enfants plus jeunes que chez les enfants un peu plus âgés, c'est-à-dire qu'après 5 ans, bah, les parents peuvent avoir moins tendance à faire ça, mais l'enfant va commencer aussi à avoir des usages plus autonomes. On va le retrouver, ces pratiques aussi, bah, lorsque les enfants peuvent avoir des comportements difficiles, peuvent avoir un tempérament perçu comme difficile par le parent. Donc là aussi, on verra ce que ça peut impliquer. Et puis, à nouveau, comme pour la technoférence, hein, un parent qui peut ressentir du stress, de l'anxiété, de la dépression, eh bien, peut plus facilement avoir recours aux outils numériques pour calmer ou occuper son enfant. Et puis, bah, c'est également lié à la façon dont les parents vont avoir tendance à gérer d'une façon générale les émotions négatives de l'enfant. Et par exemple, lorsque les parents vont avoir tendance à davantage favoriser l'expression des émotions chez l'enfant, ils auront moins tendance à utiliser les outils numériques pour réguler les comportements ou les émotions de l'enfant, alors que s'ils ont tendance un petit peu à satisfaire la moindre demande pour éviter l'émergence d'une crise, d'une colère, ben, l'outil numérique pourra faire partie du coup de ce type de pratique. Alors, ça interroge sur la question de la régulation des émotions parce qu'on sait aujourd'hui que la régulation émotionnelle, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans le développement de l'individu. C'est associé à un certain nombre de difficultés au cours du développement et même à l'âge adulte. Et que cette régulation des émotions, elle s'apprend en partie à travers un certain nombre d'éléments comme l'observation des parents ou la façon dont les parents vont accompagner l'enfant dans la régulation des émotions. Et aujourd'hui, eh bien, à cette époque numérique, il y a des nouveaux contextes de régulation, d'apprentissage de la régulation émotionnelle qui apparaissent. Et notamment, ça peut être bah, la façon dont les enfants vont observer comment est-ce que les parents utilisent les outils numériques pour gérer leurs propres émotions. Et puis, le fait aussi, comme je venais d'évoquer précédemment, que les parents peuvent utiliser les outils numériques pour réguler les émotions de leur enfant, ça peut être une stratégie d'accompagnement, mais aussi le fait que, bah, notamment à travers la technoférence, les parents peuvent parfois être
moins disponibles pour répondre à des besoins émotionnels. Et donc, tout ça, c'est des éléments qui vont entrer en jeu dans la régulation des émotions. Alors du coup, bah forcément, un certain nombre de travaux s'intéressent à voir si ça a un effet sur le développement de l'enfant. Alors, un certain nombre d'études longitudinales commencent à apparaître et ce qu'on peut synthétiser comme résultat par rapport à ces études, c'est que finalement, le fait d'utiliser les outils numériques pour calmer un enfant, eh bien, ça va avoir un effet qui va être relativement variable, c'est-à-dire que dans certaines études, on observe un lien direct où le fait d'utiliser un outil numérique pour calmer un enfant bah, augmente les difficultés émotionnelles, mais ça n'est pas toujours observé dans les deux sens. Parfois, c'est observé de façon bidirectionnelle, c'est-à-dire que et l'usage des outils numériques et la réactivité émotionnelle vont s'influencer mutuellement. Et donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que à nouveau, on a la question des facteurs individuels qui va venir entrer en jeu dans cet impact potentiel des usages numériques sur le développement de l'enfant, et donc ici sur tout ce qui va être réaction émotionnelle, et que bah, parfois, ça n'est pas forcément associé à plus de difficultés, parfois ça amène plus de difficultés. Alors, bien sûr, malgré tout, on sait que plus les parents peuvent avoir recours à ce type de stratégie et bah, plus le risque d'avoir moins recours à d'autres stratégies est grand. Et forcément, bah, si ces stratégies amènent une diminution de la communication, des échanges autour des émotions, ça va, en tout cas, ça peut, dans certains contextes, réduire les opportunités d'apprentissage des émotions et de la régulation émotionnelle. Donc finalement, ce qui est important ici, c'est la variété, la variabilité dans les réponses qui peuvent être apportées à l'enfant. Alors, dernier vrai ou faux, et c'est notamment très en actualité avec le rapport de l'ANSES qui a été publié il y a quelques jours, les réseaux sociaux sont responsables de la mauvaise santé mentale des ados. Eh bien, en réalité, il n'y a pas de consensus scientifique sur la question. Donc, on a ici, par exemple, une étude qui avait compilé énormément d'autres études. Donc, c'était une méta-analyse qui regroupait plus de 12 000 participants. Et dans cette étude, ils avaient observé un lien négatif entre les usages numériques et les bien-être chez les adolescents. Seulement, le lien était extrêmement faible, donc 0,4% de la variance, ça veut dire que l'explication du mal-être, en l'occurrence des ados, pouvait être expliquée à 0,4% par les usages numériques. Autant dire que c'était presque, ce lien est presque insignifiant sur l'ensemble, avec le fait que bah, finalement, ça va pouvoir potentiellement passer par d'autres effets, et donc notamment ça peut passer par le sommeil, la santé psychique de l'ado au préalable, la présence de liens sociaux. Et c'est d'ailleurs ce qu'a pu faire ressortir le rapport de l'ANSES, où alors ils ont bien mis en évidence que comme je l'évoquais en introduction, la grosse majorité des études publiées sont des études transversales, donc on va parler d'études corrélationnelles, c'est-à-dire qu'on regarde juste si deux variables sont liées l'une à l'autre d'un point de vue statistique. Et donc, ce ne sont pas des études qui permettent de mettre en évidence des relations de cause à effet. Et ce qui a été observé dans ce rapport, c'est que les effets sont très variables, eh bien, en fonction du type d'usage, en fonction des contextes et des vulnérabilités individuelles des adolescents, et que malgré tout, ils ont pu faire émerger un certain nombre de vigilances plus importantes, notamment la question du sommeil, où on observe un retard à l'endormissement et notamment lié parfois à des usages nocturnes. La question du cyberharcèlement aussi qui effectivement a un impact important négatif sur les adolescents. Et également l'image du corps avec un impact plus important chez les jeunes filles. Et dans ce rapport, ils ont aussi rappelé un point important qui est la responsabilité des plateformes, c'est-à-dire que les plateformes utilisent des designs qui sont
fait pour capter l'attention des jeunes, alors de tout le monde, mais du coup ici la question se portait sur les adolescents, et qu'on peut certes accompagner les jeunes, accompagner les familles et donner au maximum des repères. Il n'en demeure pas moins que les plateformes doivent aussi avoir un rôle à jouer dans cette réduction de la captation et en essayant de moins cibler justement les vulnérabilités des plus jeunes. Alors, ces vulnérabilités, on avait vu dans une autre étude qu'elles pouvaient dépendre de l'âge et du genre. Et donc, là aussi, bah, en fonction de l'âge, on ne va pas être sensible aux réseaux sociaux aux mêmes âges et en fonction de son genre également. Donc, on voit par exemple ici une vulnérabilité plus importante chez les filles, donc environ aux alentours de 11-13 ans, alors que chez les garçons, c'est plutôt aux alentours de 14-15 ans. Et puis après, chez les deux garçons et filles, c'est à nouveau vers 19 ans. Donc, là aussi, on voit qu'il y a énormément d'éléments qui vont venir expliquer quand il y a des liens observés et que ces liens sont bien souvent très loin d'être des liens directs. Alors, j'ai fait cette petite infographie pour reprendre un petit peu ces gros éléments et pour rappeler que bah, la question des liens entre usage numérique et développement des enfants et des adolescents, c'est quelque chose de très global et on ne peut pas uniquement regarder la question des usages numériques pour essayer de comprendre comment ces usages s'inscrivent dans le fonctionnement des enfants et des adolescents d'aujourd'hui. Et donc, on va bien sûr regarder tout ce qui va être caractéristique de l'enfant, de l'ado, le sommeil, donc tout ce qui est rapport à l'hygiène de vie, toutes les activités autres que l'ado va pouvoir faire ou que l'enfant va pouvoir faire, le contexte émotionnel, le contexte de vie, les vulnérabilités est préexistante hein, dans le développement socio-émotionnel, dans le développement cognitif également. Les contextes d'usage, hein, je l'ai évoqué, est-ce qu'on est sur la co-utilisation? Est-ce qu'il y a un accompagnement parental? La question des contenus aussi. Donc, cette question des usages et des liens avec le développement de l'enfant, finalement, eh bien, on manque vraiment un élément si on ne s'intéresse que à la question des écrans et que c'est vraiment une vision beaucoup plus globale qu'il est important d'avoir. Alors, comment est-ce que les parents peuvent justement accompagner cette gestion des écrans au quotidien? Donc, ça renvoie à la parentalité numérique, hein, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire en tant que parent pour essayer de comprendre comment les enfants utilisent les outils numériques, les soutenir, réguler les usages. Et donc, ça renvoie à la question de la médiation numérique parentale. Donc, ici, on va essentiellement parler des deux grands types de médiation qu'on peut observer. Donc, d'un côté, la médiation restrictive, où on va avoir une restriction très stricte avec une, euh, un niveau d'utilisation très très restreint, avec des règles plutôt figées et qui vont bien souvent pas forcément tenir compte de l'étape de développement de l'enfant. Et donc ça, cette médiation restrictive, elle est plutôt négativement associée après à des usages problématiques chez l'enfant, puisque ça amène des conduites de dissimulation et le fait que l'enfant ne va pas évoquer les contenus, enfin ses usages numériques avec ses parents. Au contraire de la médiation active, où là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, mais souvent les règles, elles vont être co-construites avec l'enfant, bien sûr en fonction de son âge et évolutives avec le développement de l'enfant, avec un intérêt porté à ce que fait l'enfant, donc bien sûr sans passer par de la surveillance, mais s'intéresser à ce qui peut lui plaire, sans non plus ici être sur du jugement. Donc c'est finalement une médiation qui va être forcément plus impliquante pour les parents parce que bah, ça demande de s'intéresser, d'essayer de comprendre et c'est pas forcément évident en fonction de si on est plus ou moins éloigné des outils numériques. Alors, il y a un contexte qui peut être très intéressant pour essayer de s'interroger sur la place que les outils numériques peuvent avoir dans notre quotidien. C'est d'une part, alors c'est les 5 C, mais bon, c'est une traduction anglaise forcément. Le premier, c'est l'enfant. Donc, en rappelant ce que j'ai pu évoquer au cours de cette présentation, que chaque enfant est unique et ce qui peut
convenir et fonctionner avec un enfant, eh bien, ne va pas nécessairement fonctionner avec un autre enfant. Et de même, pour un même enfant, eh bien, ses besoins et ses caractéristiques vont évoluer avec l'âge. Donc, forcément, il faut regarder à chaque moment et à chaque enfant qu'est-ce qui est le plus adapté pour cet enfant. Est-ce que, voilà, certains contenus, on s'aperçoit que l'enfant est plus agité après, ou est-ce qu'au contraire, l'enfant est plutôt calme? Enfin, voilà. Donc, on va regarder vraiment les caractéristiques individuelles, de l'enfant. Ensuite, je l'ai évoqué aussi, la question des contenus. Certains contenus sont plus ou moins positifs ou négatifs, hein. Donc, on va par exemple, ce qui peut être un critère, notamment chez les plus petits, c'est que si vous trouvez le contenu beaucoup trop bruyant, beaucoup trop vif, et on sait aussi avec beaucoup de publicité, notamment pour tout ce qui est application dite éducative, hein, quand il y a plein de publicité, aucun apprentissage n'est possible. Donc, on sait que ça, c'est des contenus de mauvaise qualité. Le souci, c'est que bien souvent, ce sont des contenus, les applications gratuites, par exemple, qui sont dites éducatives, vont être utilisées par les familles qui ne peuvent pas nécessairement utiliser des applications payantes. Et donc, parfois, là, on peut se dire que il y a un risque d'augmentation des inégalités de ce point de vue-là. L'autre troisième C, c'est le fait que regarder si au sein de la famille, on peut avoir tendance à utiliser les outils numériques pour se calmer. Est-ce qu'on dispose de plein d'autres stratégies? Et si on s'aperçoit que finalement, la seule façon de calmer l'enfant ou de réguler ses émotions, eh bien, passe uniquement par les outils numériques, parfois, ça peut être intéressant de se faire accompagner par un professionnel. Si ça s'inscrit à travers plein d'autres pratiques, c'est probablement moins problématique d'un point de vue du développement. Et puis aussi, c'est important de regarder ce que les écrans remplacent. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'au sein de votre famille, les écrans sont une activité parmi d'autres et que vous arrivez à faire d'autres choses? Ou est-ce que vous vous dites que finalement, vous avez le sentiment que les écrans ont pris trop de place et que vous aimeriez bien pouvoir réduire leur place? Eh bien, dans ces cas-là, là aussi, ça peut être un critère de se dire que peut-être les outils numériques sont devenus trop importants, avec le petit bémol que parfois on intériorise aussi beaucoup les discours de diabolisation des outils numériques. Et on peut avoir le sentiment de mal faire avec les écrans, alors que finalement, c'est plutôt le reflet voilà, des idées qui circulent plutôt que de la réalité de la famille au quotidien. Et le dernier C, c'est la question de la communication. C'est-à-dire que là aussi, quel que soit l'âge des enfants, c'est important de conserver cette communication, de toujours s'intéresser à ce que peut faire l'enfant, à discuter. Donc là, quels que soient les âges, bien sûr, la communication va être adaptée à l'âge. Et de savoir ici, est-ce que justement l'enfant peut se servir des parents comme un soutien vis-à-vis des outils numériques parce que justement, cette communication a été permise. Alors, très rapidement, quelques tips. Donc, on privilégie plutôt les usages dans les pièces communes pour les plus petits. On évite l'usage dans la chambre pour les ados, les adultes, notamment le soir. Pour les plus jeunes, eh bien, on va favoriser tout ce qui va être co-utilisation et on va maintenir cette habitude avec les ados, mais ce sera plutôt un accompagnement plus distinct. Aussi, intégrer les usages numériques au quotidien, c'est-à-dire, ça fait partie des activités, mais c'est bien que ce ne soit pas les seules activités. Proposer d'autres activités alternatives. Réfléchir à ses propres usages en tant que parent, donc sans culpabilisation, hein, parce que là aussi, ça va être très dépendant de ce qu'on peut entendre dans les discours ambiants. Et puis, voilà, prévoir des temps de famille qui peuvent être hors écran pour favoriser le maintien des échanges. Voilà également quelques ressources. Donc, vous avez notamment toutes les ressources du Croc-Écran, le Clémy, bien sûr, et notamment la BD La famille tout écran. Il y a aussi donc Internet, les écrans et nous, le Pix parentalité, puis voilà, quelques références comme par exemple l'UNAF qui dispose aussi de beaucoup d'outils intéressants autour de la parentalité numérique et puis l'Open.
sans oublier le 30-18, donc en particulier pour les situations de cyberharcèlement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées dans le chat pendant l'intervention, dont certaines, vous y avez répondu au cours de l'intervention, donc on ne reviendra pas dessus. On va commencer par une question de typologie des sources. Donc, vous avez parlé de cette enquête de l'ANSES qui vient de paraître. Oui. Est-ce qu'elle peut être catégorisée comme une méta-analyse? Alors, pas tout à fait parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de calcul statistique, mais c'est ce qu'on appelle une revue littérature, c'est-à-dire qu'on va recenser tous les résultats qui sont publiés donc, dans un grand nombre d'études. Très bien. Une autre question sur donc l'usage des écrans et les typologies de famille. Est-ce que l'usage des écrans est plus présent dans les familles monoparentales? Alors là, c'est ce que je disais un petit peu en introduction. On manque encore de données de la littérature qui va venir tenir compte de la typologie des familles. Et ça, c'est des études qui sont en cours où on essaye maintenant de plus en plus justement de regarder un petit peu ce qui se passe en fonction des typologies de familles. Et les premiers éléments dont on dispose, même si c'est voilà, avec des guillemets parce qu'on n'a pas beaucoup de données dans la littérature, c'est que parfois, effectivement, dans les familles monoparentales, il peut y avoir des usages chez les enfants plus élevé, mais là aussi, c'est très variable d'un contexte à l'autre. Ensuite, alors, sur les liens entre développement cognitif des ados particulièrement et des outils numériques, donc il y a, est-ce qu'il existe une étude d'impact, comme il en existe sur les relations entre développement, anxiété et réseaux sociaux, des études sur l'impact de l'intelligence artificielle générative sur le développement cognitif des adolescents? Alors, à ma connaissance, pas encore, hein, et notamment bah, pour les raisons que j'ai évoquées, hein, que les études longitudinales, elles mettent du temps à se mettre en place. Et quand on fait des études, il faut avoir en tête qu'il y a un temps très long parce que, bon, d'abord, généralement, on va construire le projet et essayer d'obtenir des fonds. Ensuite, on va passer par l'obtention d'un comité d'éthique, notamment pour ces sujets. Voilà, c'est forcément indispensable. Donc là, il peut se passer facilement 1 an et demi entre le moment où on va imaginer une étude et on va pouvoir commencer à la réaliser. Et on peut rajouter une bonne année, voire plus, pour pouvoir publier les résultats. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas vraiment d'éléments probants sur cette question. Et la même personne nous repose une question, notamment sur les études sur les adolescents et l'usage des adolescents. Est-ce que c'est possible d'avoir un groupe témoin négatif pour des études sur le bien-être des adolescents en trouvant des adolescents n'ayant aucune exposition numérique? Alors, ça paraît compliqué, donc notamment déjà d'un point de vue éthique, on ne peut pas le faire en disant que bah voilà, eux, ils vont pas du tout utiliser et d'autres vont utiliser. Après, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette question de l'absence totale d'usage, chez les plus jeunes, il y a une sorte de courbe en U inversée où finalement, il y a autant d'impact négatif d'un usage très important que d'une absence d'usage global. Et ça pourrait s'expliquer par le fait que bah, finalement, quand il y a une absence d'usage total, ça peut être associé à un contexte de vie familiale particulièrement contrôlant, ce qui n'est pas forcément très positif pour le développement de l'enfant. Donc là aussi, important de ne pas regarder uniquement la question de l'usage, mais plutôt la question de dans quel contexte ces usages s'intègrent. Euh, Faut-il arrêter de parler de temps d'écran? Donc la personne dit qu'elle vote pour arrêter de parler de temps d'écran et se concentrer plutôt sur outils, contexte, usage mis en relation et pas forcément pris séparément. Oui. Où la question du temps a quand même une importance en dehors du fait que pour se développer, il faut avoir des activités variées. Voilà, donc en fait, la question du temps, elle va vraiment se limiter effectivement à ça, c'est-à-dire que forcément, bah, je reprends l'exemple des tout petits, un tout petit qui passe 5 ou 6 heures d'écran sur un écran dans sa journée, même s'il a des contenus très intéressants, malgré tout, bah, forcément, il faut enlever les temps de sommeil, les temps de repas, les temps autres, bah, il reste pas grand-chose pour apprendre à faire autre chose, mais en revanche, effectivement, moins focalisé sur le temps d'écran. Bah, je suis tout à fait d'accord avec la personne, hein. Contexte, contenu et usage, c'est-à-dire que là, c'est vraiment important de regarder ces éléments, mais aussi en tenant compte, là aussi, des variabilités interindividuelles, c'est-à-dire que ce qui peut être favorable ou bénéfique à un enfant ne le sera pas forcément pour un autre enfant.
Et bah, du coup, pour parler de cette différenciation à faire entre les enfants, cette question est apparue au moment où vous présentiez les 5 C et l'unicité des enfants et comment on s'adapte à chaque enfant. La question pratico-pratique des parents, comment on fait dans une fratrie? Oui, et ça, c'est effectivement, là aussi, on a encore très peu d'études sur cette question parce que quand on s'intéresse notamment à la médiation des usages numériques dans les familles, et ça, c'est valable pour tous les aspects de la parentalité, forcément, les règles et les principes qu'on peut avoir lorsqu'il y a un enfant dans la famille, sont modifiés dès lors qu'il y a un second enfant parce que voilà, il y a l'âge du premier, etc. Et là aussi, il n'y a pas de règles type, ça va beaucoup dépendre du fonctionnement de la famille et essayer de s'adapter au mieux. Alors, ça va dépendre aussi de l'écart d'âge entre les enfants, ça va dépendre du tempérament de chaque enfant. Donc, effectivement, c'est souvent des points qui peuvent être assez compliqués à gérer. Et il y a quelques travaux qui montrent effectivement aussi que la question des médiations numériques dans la famille, dès lors qu'il y a une fratrie, eh bien, ça ne passe plus uniquement par les médiations parentales, mais bien aussi parfois par un accompagnement des grands frères ou des grandes sœurs, donc qui peut être positif ou négatif, là aussi en fonction de ce à quoi le plus grand peut exposer le plus petit, par exemple. Donc voilà, c'est des questions effectivement qui sont assez larges et pas toujours simples à gérer. Alors, une dernière question dans le chat, et puis après, on pourra mettre fin à ce webinaire passionnant. Qu'est-ce que la restriction active? J'ai oublié le terme exact, je lis la question telle quelle. Oui. Comment limiter le temps d'écran à nos enfants sans être trop restrictif? Ici, ils savent que c'est 1h30 sur le téléphone ou la Nintendo les jours sans école, mais est-ce que c'est trop restrictif? Alors, justement, pour revenir sur cette question du temps d'écran, je pourrais pas dire à cette personne si c'est trop restrictif ou pas, parce que ça va dépendre du tempérament de ses enfants. Est-ce que l'enfant a plus ou moins besoin d'un cadre contenant, ou est-ce que finalement le cadre peut être un peu moins contenant? Est-ce que l'enfant, par ailleurs, peut avoir des difficultés, d'autres temps? Est-ce que les règles, elles sont comprises par l'enfant? Parce que en fait, souvent ce qui peut différencier aussi une médiation restrictive et une médiation qu'on considère plutôt active, c'est comment est-ce que les règles sont comprises et intériorisées par l'enfant. Et donc souvent, quand les règles, elles sont co-construites en famille, alors bien sûr, le parent qui conserve malgré tout son rôle de parent, bien sûr, mais quand les règles, elles sont comprises et expliquées, bien souvent, il y a une meilleure adhésion. Et puis après, l'important, c'est de aussi évoluer avec le temps et les besoins de l'enfant. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour ce webinaire qui nous a tous apporté beaucoup d'informations, beaucoup d'éclairage et des pistes pour pouvoir gérer les écrans dans nos familles. Euh, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous le 10 mars où nous recevrons Béatrice Caméraire pour continuer notre cycle de webinaires sur la parentalité numérique. Et je vous remercie beaucoup, Marie-Danée, de nous avoir accompagnés pendant cette heure et d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Bonne Merci soirée à à vous toutes et pour à tous. l'invitation. Merci Merci. Au beaucoup. revoir. Au revoir.